Moi, je pense en effet qu'il y a eu un élément d'accélération quand j'ai compris en fait que les gens que j'avais autour de moi faisaient partie des ressources. J'ai un filon, je vais pas creuser à côté pour voir s'il y a un deuxième filon. Je vais à fond là-dessus. Aujourd'hui, je suis quasiment jamais seul au capital d'une boîte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui avec Gérald Faure. Il a beaucoup de choses à nous partager. On va pouvoir aborder des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder d'habitude et ça va être sûrement très intéressant. Comment tu vas, Gérald? Bah écoute, ça va très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va super. En pleine forme et prêt à dire des conneries comme d'habitude, hein, comme à chaque fois qu'on se parle. Conversation de bistrot, on a dit avant d'enregistrer, c'est un peu C'est ça, c'est un peu notre ligne édito aujourd'hui. c'est exactement ça. Alors pour commencer, avant de rentrer directement dans la conversation de bistrot, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ce que tu fais et de ton parcours? Ouais, avec plaisir. Bon déjà, merci de me recevoir, ça me fait super plaisir. Bah moi dans la vie, j'accompagne des entrepreneurs à développer leur boîte. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le pitch de beaucoup de monde sur Internet. Mais plus concrètement, j'ai un produit qui s'appelle l'incubateur entreprendre, où on aide en fait des gens qui ont une idée ou même qui ont une envie à passer à l'action, à développer leur boîte. Et du coup, on est dans une phase qu'on appelle le go-to-market, donc vraiment la concrétisation de l'idée, de l'envie d'entreprendre. Ça me passionne puisque bon, moi je fais ça depuis, je l'ai fait assez instinctivement depuis l'école d'ingé, depuis mes 19-18 ans. Et donc voilà, donc ça c'est le gros de mon activité pro. Et puis sinon à côté de ça, j'ai un podcast donc ça me permet de discuter et d'apprendre énormément de choses auprès de gens de gens qui m'inspirent, des entrepreneurs ou pas que. J'ai aussi reçu un curé dans mon podcast. On a parlé de management avec un curé, donc tu vois, je m'autorise un peu tout. Et donc voilà, je t'ai reçu aussi, c'était un super épisode. Et donc voilà, donc en gros, si je résume un peu ce que je fais de manière globale. Très 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 cool. Comment on fait pour avoir un curé sur son podcast? Ben en fait, c'est une très bonne question. Alors moi, moi c'est mon influenceur préféré. Mon influenceur préféré est un curé. Et en fait, on échangeait, on répondait à nos stories mutuelles. Et en fait, un jour, j'ai clairement pété un peu un plomb sur un. C'est à l'époque où il y avait, tu sais, les twerks dans les églises. Il y a un mec qui s'est mis à twerker dans les églises. Et donc du coup, en fait, j'ai eu une réaction un peu excessive. Et en fait, j'ai détesté ma réaction parce qu'en fait, j'ai été dans la réaction justement, et je déteste le fait d'être dans l'émotion comme ça. Et donc du coup, j'ai répondu à une de ses stories. Lui m'a parlé et je lui ai dit, je suis désolé d'avoir fait ça, on oublie ce que j'ai dit, etc. Il me dit non, mais c'est qu'il y a un truc derrière et tout. Et en fait, le curé m'a coaché, quoi. C'est l'abbé Raffray, l'abbé Mathieu Raffray, qui alors moi je suis catho, mais du coup je pratique pas, enfin lui il est catho tradi, donc messe en latin, etc. C'est un culte que je ne connais pas. Et donc on a même pas les mêmes appétences pour la religion ou la même façon de voir ça, mais en tout cas, donc il m'a coaché et on a fait un épisode. Je dis bah parlons-en dans un épisode de podcast. Et donc du coup je commence par me confesser et à regretter justement mon énervement, parce qu'il y a rien de plus bête que de surréagir sur les réseaux. On le sait en tant que créateur, mais en tant que je me suis fait piéger à mon propre jeu un peu, j'ai l'impression. Tu vois, j'ai commenté un truc comme j'aurais détesté qu'on commente un des miens, tu vois, un de mes contenus. Donc, Ouais, je crois que ça m'est déjà arrivé aussi. Je l'avais vu en conf chez François Denis l'année dernière, je crois. Il était passé. Riche à 30 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, il m'en a parlé. C'est intéressant. Comment ça se fait que tu sois resté en France avec ton activité? Alors ton activité elle se porte très très bien. Aujourd'hui, on voit que la mode c'est plutôt je vais aller m'expatrier à Malte, en Estonie, à Dubaï, enfin dans des endroits où il y a pas ou peu d'impôts. Et toi, tu fais partie des rares irréductibles à avoir décidé de rester en France, de vivre en France, d'avoir tes boîtes en France, de payer en France, etc. Comment ça se fait? C'est drôle parce que cette question, c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. Quand je passe en interview, on doit me la poser une fois sur deux. Et bah du coup, bon, déjà moi j'ai eu mon fils, mon aîné, je l'ai eu très tôt. Je l'ai eu à 24 ans. Et je me suis séparé de sa maman très rapidement après. Donc du coup, j'ai mon grand garçon, je l'ai en garde alternée. Donc déjà, d'un point de vue logistique, je vais pas commencer à faire des grands débats sur la France, il faut que les cerveaux y restent, etc. D'un point de vue logistique, déjà, c'était quasiment impossible de partir. Et en plus de ça, il y a un côté philosophique, il y a un côté aussi, voilà, il y a aussi un côté patrimonial, parce que j'ai investi, etc. Donc je suis très ancré. J'ai ma famille ici, etc. Mais à côté de ça, je suis persuadé que si tous les gens qui font des choses
le top 1%, le 1% pour moi, c'est pas ceux qui réussissent. Hein. C'est déjà ceux qui décident de prendre leur vie en main. Si si tout le monde se barre, comment on va faire pour que ce pays s'en sorte en fait? Si tu fais rentrer ce qu'il y a de pire et tu fais sortir ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de pire en termes de comment dire enfin d'assistanat, ouais. Ouais, voilà, exactement. Et je pointe du doigt absolument personne, mais je parle juste en termes de quand t'arrives dans un pays, quand t'arrives à Dubaï, quand t'arrives en France, on sait très bien que c'est pas les mêmes profils qui s'exportent, quoi. Quand t'arrives à Dubaï, très souvent, t'es quelqu'un de successful avec une grosse voilà, avec envie de développer, une grosse pêche, etc. Et quand t'arrives en France, ben c'est souvent tu viens dans des conditions qui sont pas ouf. T'as eu la vie, elle t'a pas aidé. Donc du coup, tu viens ici pour t'en sortir. Et donc du coup, si voilà, c'est juste dommage en fait qu'on ait ça et c'est pas du tout stigmatisant, c'est juste normal. Ça me semble. La fuite des cerveaux, quoi. Je crois vraiment à ça. Je crois vraiment à ça. Je te rejoins un peu là-dessus et moi pareil, je suis parti des irréductibles gaulois. Hein, je suis toujours là, etc. Et pareil, on me pose la question et en fait. Est-ce que je suis content de payer la balle d'impôt en France avec toute la complexité administrative? Non, ça me fait chier de ouf. Je vois ce que je pourrais gagner si t'es à l'étranger, mais ma famille est en France, ma belle famille est en France, mes amis sont en France pour la plupart, mes habitudes sont en France, une partie de mon patrimoine, en tout cas une grosse partie même, est en France. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre ailleurs? Et le problème, et ça c'est en train d'être popularisé comme discours aux États-Unis, parce que pareil, là-bas, d'un État à l'autre, t'as quand même des taxes qui sont radicalement différentes, tu vois. T'es au fin fond du Texas ou t'es à Los Angeles, c'est pas la même façon de taxer, hein. Et t'as des multimillionnaires, voire milliardaires, qui commencent à dire, si tu vas dans un endroit où t'aimes pas vivre, juste pour avoir plus d'argent, à quoi ça sert d'avoir de l'argent? Et quelque part, enfin, en France, les taxes et la complexité administrative fait partie du coût de la vie, quelque part. Et donc en fait, c'est ce que tu acceptes de payer pour être là où tu as envie d'être. Et moi, je dis toujours aux gens, et ça c'est un discours que j'ai peut-être souvent avec des plus jeunes qui viennent m'écrire sur les réseaux, des trucs comme ça. Si tu te sens pas bien en France et que tu sens que tu peux être mieux dans un pays et qu'en prime tu vas payer moins d'impôts dans ce pays, casse-toi vite. Exactement, 100% d'accord. Mais si t'es bien en France, ne pars pas pour les impôts. Et je rajoute juste un point aussi, c'est que tu vois, aujourd'hui là, on enregistre, il y a une grève nationale, tout est bloqué, etc. Il y a des gens qui sont vraiment très tristes. Tu vois. Peu importe pourquoi ils font la grève, n'importe machin. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment très mal, etc. Donc en fait, il y a une vraie douleur. Il y a des vraies difficultés. Ça, c'est personne peut le contredire. Mais à côté de ça, on a également un pays qui nous permet de faire plein de choses. Moi, par exemple, je me suis endetté assez tôt pour faire de l'immobilier. Si j'étais pas fiscalisé en France, avec le système français, avec les crédits à 110% pour faire de l'immobilier et des décalages de remboursement, etc. Les taux fixes, rien que ça. C'est un des rares pays. On le prend pour acquis. Ouais, exactement. Mais ça fait aussi partie du truc. Je veux dire, il y a des pays, ça j'en parlais avec Mohamed Bouclé. Sur mon podcast, on en a parlé. Il y a des pays où en fait, si tu as le malheur d'avoir un cancer, en gros, pour payer ta chimio, t'es obligé de te prostituer, quoi. Et en France, on te paye une formation pour apprendre à faire WordPress ou pour apprendre à faire de la prothésie angulaire, si tu veux. Alors, il y a peut-être un entre-deux à trouver, mais je veux dire, on voit souvent le verre à moitié vide. C'est pas toujours. En France, il y a des batailles qui ont été perdues. Moi, j'ai décidé de pas mettre mes gamins à l'éducation nationale. C'est un choix personnel, mais j'ai envie de dire, c'est un luxe. C'est pas obligatoire. Si demain j'ai pas le choix, je suis obligé de les mettre à l'école, à l'éducation nationale, je le ferai. Et je sais qu'ils seront quand même, ils auront quand même une instruction minimum. Et donc en fait, on a quand même de ce côté-là de la chance, je trouve. Et donc je pense que si tous les cerveaux, si tous les gens s'en vont, on n'aura plus ça parce qu'en fait on n'aura plus de création de valeur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, en allant même un peu plus loin, si tu veux, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui critiquent nos orientations politiques, etc. Faut pas oublier que la politique est le reflet de la population. Et donc en fait, plus les gens smart et ouverts d'esprit, je parle pas que d'entrepreneurs là, hein, plus les gens smart et ouverts d'esprit se cassent, plus il nous reste des gens qui sont moins smart et moins ouverts d'esprit surtout, plus ces gens-là vont voter pour des dirigeants qui sont moins smart et moins ouverts d'esprit. Exactement. Factuellement en fait. Et
je suis pour la mobilité. Je suis pour qu'on puisse tous se casser, être alerte. On a cette chance d'avoir un passeport qui nous permet d'aller quasiment où on veut sur la planète. Pareil, on se rend pas compte. Moi, j'ai pas mal d'amis d'enfance qui viennent de pays Russie ex-URSS, avant même qu'il y ait la guerre en Ukraine et que ce soit encore plus compliqué. Hein. Quand ils voulaient rentrer en Europe, c'est un visa qu'il faut demander et que t'es pas sûr d'obtenir. Il faut demander l'autorisation à la Russie. Et c'est 90 jours sur le territoire européen dans l'année. Pas forcément renouvelable. Et encore, ça c'est encore simple, parce qu'il y en a d'autres qui vivent à Londres alors qu'ils sont originaires de Russie, ils ont un passeport russe, si vous voulez venir en France, enfin je te dis pas. Et nous on se rend pas compte qu'on a un passeport qui nous permet d'aller où on veut, comme on veut. On a le contrôle de notre argent, même si aujourd'hui le contrôle de notre argent, on sait que ça va plus dire grand chose, mais globalement on a ça. On a le libre entrepreneuriat, la liberté de circulation, la liberté de bouger des capitaux plus ou moins comme on veut. Ouais, ok, tu veux faire un gros virement, ta banque elle vient de t'emmerder, c'est quoi, ça vient d'où, c'est pourquoi, ok. Mais globalement ils finissent par te laisser le faire. Il y a des pays du monde, et pas si loin de chez nous, hein, où à tout moment, leur police secrète, elle peut débarquer chez toi, prendre un membre de ta famille, et tu sais jamais s'il revient. Bien sûr. Sans aucune justification. À 3 heures d'avion de Paris, hein. Vraiment juste à côté. Hein. Ouais, bien sûr. Et c'est pas du complot. Là, c'est clairement. Ah non, c'est des trucs officiels. Enfin, on le sait quoi. Non, mais c'est clair. Mais évidemment que ça fait chier quand Conto, tu veux payer un de tes affiliés, tu veux payer un de tes gars, ou même tu te fais un virement de compte à compte. Moi, des fois, je fais des virements de ma boîte à ma holding, et en fait, il faut que j'envoie un justificatif. Je suis à 100% du capital des deux, tu vois. Pareil. À ce moment-là, je les insulte de tous les noms, tu vois. J'invite, j'invente des gros mots à ce moment-là, tu vois. Donc ça, c'est clair. Mais à côté de ça, qu'est-ce que ça me permet d'avoir ces ralentissements? Qu'est-ce que ça me permet globalement, tu vois? Si je change juste un petit peu de point de vue, ben en fait, je sais que déjà, à aucun moment, je vais avoir mes fonds bloqués ou je sais pas quoi. Si on parle juste du truc de la banque, je vais pas juste avoir un bank run ou un truc comme ça. C'est quasiment impossible à avoir en France. Et donc voilà. Et je suis pas pro. Dans la situation actuelle, il y a plein de trucs qui me gonflent. Mais ok, c'est relou. C'est pas non plus quand t'as des mecs qui traversent la mer sur un bateau, si tu veux, ils ont une vie un peu plus dure que nous. Ouais. Voilà, parce qu'on a un virement chez Conto, tu vois. Si on rationalise le truc, tu vois. Donc je me dis ouais, c'est ultra relou. Ça fait chier quand je paye mes impôts. Mais qu'est-ce que j'ai en échange, quoi. Et donc ça pourrait être mieux, mais c'est pas le pire. C'est comme ça que je trouve. De loin pas. Et pour le coup, moi, il y a un moment, je me suis posé cette question d'expatriation, tu vois, et je le dis souvent, en fait, j'ai essayé de me casser. Mais c'est pas mieux ailleurs, en fait. Et donc, en fait, tu te retrouves dans un endroit où t'es pas bien du tout, mais t'as juste plus de pognon. Ça sert à rien. Ça ne rend pas du tout plus heureux. Et c'est un discours qui est difficilement audible pour quelqu'un qui gagne pas encore bien sa vie. Mais quand tu commences à bien gagner ta vie, tu préfères payer plus d'impôts dans un pays où tu te sens bien que de te retrouver dans un pays où tu te sens mal et où t'as plein d'argent. Moi, je me suis barré 4 mois en Géorgie, à Tbilissi. C'est un superbe pays. Les gens sont adorables, les paysages sont extraordinaires, etc. Et c'est un pays qui gagnerait à être connu. Mais il n'y a rien qui marche. Leurs institutions, l'électricité, l'eau, ça c'est le bordel. C'est le bordel. Et t'as la capitale où t'as des Porsche Cayenne et des magasins Chanel, mais tu sors de 5 minutes en dehors de la capitale, t'as des calèches. Donc, juste se souvenir de ce qu'on a chez nous. Et ouais, la France, ça saoule sous plein d'aspects. Mais franchement, quand tu voyages un peu, on n'est pas si mal quand même. Mais, tu vois, en plus, on peut faire des choix de vie. Toi, t'as décidé de partir dans le Pays Basque. Moi, j'habite maintenant, je suis parti de Bordeaux. Et Bordeaux non plus, c'est pas Las Vegas, hein, c'est une petite ville, Bordeaux. J'ai décidé de me reculer. Il y a 500 personnes dans mon village. J'en ai croisé des vivants, j'en ai croisé 10 ou 15. Il y a jamais personne. C'est un village fantôme. Mais je suis bien. Tu vois, là, j'ai la rivière qui est à 30 mètres de moi. Ouais, j'ai dû prendre Starlink parce que j'ai pas la DSL. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai décidé de me mettre en ermite. Et en fait, la France me permet de faire ça. Je suis pas obligé d'être à Paris forcément à fréquenter 25 000 personnes. J'ai ces choix de vie aussi. Donc en fait, moi là, c'est comme si j'habitais au fin fond de l'Amazonie en fait, parce que je croise personne. Tu vois. Et donc moi, ça me va bien aussi de me reculer à la campagne, de choisir la vie que voilà. En fait, en gros, on a quand même toutes les possibilités en France. Alors ouais, il y a des contraintes, mais le champ des possibles est total. Et on a un réseau de routes et on a un réseau de chemin de fer, même si les gens qui s'occupent du réseau de chemin de fer nous emmerdent toute l'année. Mais le train est cher, ok, mais on a des trains hein, et ils fonctionnent relativement bien. Et il y a la voiture 14 dans tous les TGV, qui est la voiture la plus importante après le bistrot roulant. Voilà, c'est la base. Comment tu veux te plaindre quand t'as une voiture 14? C'est impossible. Et je sais que pour toi, un des points qui t'a permis d'en arriver là où t'es aujourd'hui professionnellement, et qui est aussi une information que tu transmets beaucoup, et t'as beaucoup de gens avec ça, et ton podcast symbolise un peu ça aussi, etc., c'est le réseau. C'est les gens que tu rencontres, tu le disais, le podcast te permet d'apprendre énormément, de rencontrer des gens, etc. À ton avis,
à quel point ça favorise ou restreint le succès selon comment tu t'en sors sur ce point-là, sur le point du réseau et des rencontres? Moi, je pense en effet qu'il y a eu un élément d'accélération quand j'ai compris en fait que les gens que j'avais autour de moi faisaient partie des ressources. C'était pas forcément mes moyens et mes compétences, c'était aussi celles des autres. Et en fait, et surtout que c'est pas forcément être une sorte de parasite ou un vampire à aller aspirer les compétences d'autres gens. Non, au contraire, c'est co-construire des choses. Co-construire des choses. Là, par exemple, l'incubateur, je l'ai co-construit avec plein d'affiliés. Et en fait, c'est un succès commercial. Et pour le coup, c'était assez frustrant de dire que moi, un de mes savoir-faire, c'est l'acquisition d'audience, l'acquisition de trafic, faire venir des gens sur un site. Et je l'ai pas utilisé. Et en fait, j'ai été meilleur à ne pas l'utiliser qu'à l'utiliser parce que j'ai utilisé justement mon réseau d'affiliés. Donc en fait, pour moi, c'était un super accélérateur dans mon business en ligne, mais également dans les différentes associations IMO, voilà, co-investissement, réflexion, co-construction de projet. Et en fait, aujourd'hui, je suis quasiment jamais seul au capital d'une boîte. Alors, je suis seul au capital de ma holding, évidemment, mais j'ai vraiment co-construit. Et le podcast, ça m'a fait péter une croyance où en fait, grâce au podcast, j'ai un prétexte pour parler à tous les gens que je kiffe, qui me fascinent, ou chez qui je consomme des produits. Un truc tout con, mais genre mon dentifrice c'est 900 Care. C'est une marque de dentifrice solide. Mais en fait, j'aimais bien cette marque, j'adorais leur storytelling. J'ai juste envoyé un message à Emric, du coup, qui a une super boîte, qui est même en train de faire évoluer des lois. Enfin, tu vois, il est en train de pousser pour qu'il ait la TVA verte, truc vraiment stylé. Voilà, des mecs qui font bouger les choses. Il a pas juste une start-up dans l'hygiène. Et en fait, je lui ai parlé, je lui ai dit, vas-y, on se fait un podcast. J'ai passé 1 heure et demie avec ce mec. Au final, je me suis retrouvé à investir dans sa boîte après derrière, parce qu'ils ont fait un crowd equity, et du coup, j'ai pu mettre un ticket, etc. Et en fait, l'opportunité, elle est juste dingue. J'ai reçu Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, quand il a fait le lancement de Blast, il a fait un peu le tour de tous les podcasts. En fait, un jour, je reçois un mail de son assistante qui dit, est-ce que tu accepterais de recevoir Anthony? Genre, c'est trop bien. Anthony, on en pense qu'on veut, mais ça reste un entrepreneur de dingue. Et je pense que c'est l'image de l'entrepreneuriat en ce moment, de ces dernières années. C'est lui qu'on voit dans l'entrepreneuriat digital. Mais en fait, ça m'a permis de discuter avec tout le monde. On discutait tout à l'heure du curé, de l'abbé. C'est exactement ça aussi. Je le kiffais de ouf. Et en fait, c'est juste trop bien. Le podcast, c'est un super prétexte pour rencontrer tout le monde, en fait. Et ça, c'est top. C'est hyper vertueux. Ouais, j'utilise aussi de cette façon-là. Il y a plein de gens qui me demandent quelle est ta stratégie avec YouTube, avec le podcast, etc. Je fais en fait, je suis plus visible, donc ça permet de rencontrer des gens plus intéressants. Donc ça me permet d'avoir accès à des gens plus intéressants, donc ça me permet d'apprendre des choses. En plus de ça, ça co-nourrit les images de marque de chacun par effet d'association, effet de halo, plein de choses comme ça. Et en fait, c'est un moyen de progresser et rencontrer des gens et apprendre. Alors certes, on est loin du direct response marketing qu'on a l'habitude de pratiquer quand on fait de l'argent sur Internet globalement, et qu'on vend ses services ou ses produits. Mais justement, en fait, le direct response, c'est le meilleur moyen de gagner un peu d'argent ou beaucoup plus rapidement sur Internet. Derrière, par contre, si tu te poses avec une démarche à 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, là, il y a plus du tout le direct response, mais le branding. Ton image de marque, qui tu connais, avec qui tu as été vu, etc. Et ça, c'est comme ça qu'on crée, en fait, si tu veux, une douve, un pont-levis entre soi et ses concurrents. Et plus encore, ces concurrents peuvent devenir des partenaires. Et moi, je sais que c'est une de mes plus grandes révélations des dernières années. Les Américains disent your network is your net worth. Ton réseau est ta valeur. Et c'est 100% ça. Et je pense que il y a beaucoup plus de gens qui devraient comprendre ça et l'appliquer. Ah, c'est clair. Tu vois, tu peux utiliser le poids, le poids de distribution de ton réseau. Tu peux utiliser leurs compétences. Tu peux utiliser également leur notoriété. En fait, ça check toute la liste de ce que tu dois checker en marketing pour développer ton produit. Le diffuser, rassurer, avoir de l'autorité. Enfin, c'est juste dingue. En fait, on a tout intérêt à le faire. Et en plus, en plus de ça, si on n'a pas de, ce qui est ouf avec le podcast, c'est que tu finis le podcast, tu coupes le micro, tu dis bon, ça s'est bien passé l'épisode. Ok, merci Bernard. Est-ce que tu as d'autres mecs aussi puissants que toi à me recommander pour que je fasse un épisode?
En fait, c'est incroyable. Tu rentres dans le carnet d'adresses directement de cette personne-là, qui elle-même, et en fait, c'est cet effet de cercle, d'agrandissement du cercle, c'est juste ultra puissant. Il y a un vrai effet de levier sur le réseau, c'est juste dingue. Ouais, moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un échange avec Tougan, que je connaissais de très très loin, mais qui j'avais jamais pu échanger parce que tu m'as mis en relation avec lui. C'est via du réseau que je suis passé sur le podcast d'Alec Henry, et qu'ensuite il est passé aussi sur le mien. Et il y a plein de choses comme ça. Aujourd'hui, les 3/4 de mes invités viennent du réseau indirect, du réseau. Là, encore plus depuis pas longtemps, j'ai pris une assistante virtuelle, mais c'est une société de VA qui bosse avec plein de gros CEO. Donc en fait, comme dans les films, en fait, les assistantes se connaissent tous entre elles. Et donc elles connaissent tous les CEO. Et en fait, tu peux rencontrer plein de gens auxquels tu n'avais pas accès avant. L'interview avec Oussama, c'est comme ça qu'elle était organisée. Et tu te rends compte que par des petites choses auxquelles tu ne t'attends pas, tu peux construire un réseau de malades et que ça peut te servir toute ta vie ensuite. Non, c'est clair. C'est clair. Et pour le coup, le réseau, c'est vraiment une mise en action. Par moi, je suis absolument nul à networker dans des soirées, par contre. Ça, j'aime pas ça. Parce qu'en fait, j'ai une target, j'ai une map où en fait j'ai toutes mes targets en fait, tous les gens que je veux rencontrer. J'aime bien me poser les choses, moi. Je suis assez structuré dans mon organisation. Je suis tellement à la rage dans tout le reste que je suis obligé. Je peux pas me permettre de pas être structuré en back office. Mais du coup, moi, je suis nul à aller discuter en soirée ou je sais pas quoi. Moi, quand je me retrouve en soirée, je te croise à toi et je passe ma soirée à discuter avec toi alors qu'on se parle toutes les semaines pendant 2 heures. Mais donc en fait, je rencontre même pas les autres gens. Donc là-dessus, moi, je suis pas très bon. Mais le côté podcast, c'est une des rares actions que je mets en place où je n'ai aucune idée du ROI immédiat ou long terme, mais globalement, dans la majorité des cas, le ROI est positif, quoi. Le retour sur investissement est positif. Et plus que le retour sur investissement, en fait, moi j'ai un de mes profs d'école qui parlait du retour sur le non-investissement. C'est-à-dire qu'est-ce que tu perds à pas le faire. C'est pas qu'est-ce que tu gagnes si tu le fais, c'est qu'est-ce que tu perds à pas le faire. Et ben si tes concurrents le font, tu perds ça. Eux ils y sont, toi pas. Et en plus de ça, tu perds la rencontre potentielle qui peut tout changer. Moi je sais que tous mes projets, tous mes gros gaps, tous mes gros changements, etc. À chaque fois c'est une rencontre, c'est une phrase, c'est un moment clé, c'est une petite chose, tu vois, qui fait faire un saut stratosphérique à ton activité et ta compréhension du monde des affaires, de l'argent, de plein de choses comme ça. Et ça, je peux pas me permettre d'avoir ce retour sur mon investissement, tu vois. Mais je suis 100% d'accord. Et tu vois, le FOMO, c'est un truc qu'il faut éviter d'avoir sur les projets pour pas sauter un peu sur toutes les occasions, etc. 100%. Mais le FOMO pour rencontrer des gens, par contre, il faut absolument l'avoir. Et je pense que c'est le seul, c'est la seule, le manque à gagner, c'est un concept qui apparemment, il y en a plein qui ont démocratisé le truc, c'est un truc qui n'existe pas. Mais je pense qu'il y a vraiment un manque à gagner à pas rencontrer des gens. Pour tout le reste, je pense qu'il n'y a pas de manque à gagner. Mais pour le développement du réseau, je pense que clairement, il y a quelque chose. Ouais, bah, comme toi. En fait, je dis non à 99,9% des opportunités qu'on me propose. Parce que je suis focus sur ma boîte, son développement, et je veux vraiment pas me distraire. Je veux rester focus, je veux rien faire d'autre. Par contre, quand j'ai l'occasion de rencontrer des gens, là, c'est plutôt, je dis oui à 90-95%, tu vois. Parce que, au pire du pire, j'ai perdu 45 minutes. C'est chiant, mais les chances le risque de perdre 45 minutes vis-à-vis du gain potentiel en connexion humaine, en apprentissage et en une relation à qui je demande rien, qui me demande rien et que je vais pouvoir développer sur la durée. C'est ça, on dit pas assez aussi, tu vois. Le réseau, c'est pas essayer de prendre des trucs aux gens, c'est essayer de leur en donner en fait. Et c'est comme ça que tu bâtis une relation. Et ce qui est bien, c'est que quand tu te connectes, quand tu développes ton réseau, en fait, c'est induit que l'échange il va se faire. Ça se fait tout le temps. Tu as Tougan, par exemple. Tougan, donc du coup, je t'ai mis en relation, mais on m'avait également mis en relation avec lui. En fait, Tougan, il m'a apporté des conseils. On a eu plusieurs discussions un peu méta sur nos business, sur justement le système. Lui, justement, ça fait écho à tes premières questions. Lui, il a décidé de se barrer, de rien avoir en France, d'avoir un certain style de vie, etc. Moi, je suis un peu à l'opposé de ça. Malgré tout, on a des idées communes. Et du coup, il est venu sur le podcast, on a échangé. Donc ça, c'était le gain que moi j'en ai tiré. Mais à côté de ça, sur le développement de sa chaîne YouTube, on lui a apporté par mes collaborateurs aussi des compétences et des choses qui lui permettent d'accélérer de la mise en relation. Du coup, il est passé en podcast chez toi, etc., etc. Et donc en fait, il y a toujours quelque chose à récupérer chez quelqu'un. Tu vois, le vieux mentor qui a X boîtes, etc., qui accepte de discuter avec un jeune qui se lance, un mec de 19 ans, qui a des étoiles plein les yeux et qui veut juste avoir un raccourci. En fait, il a aussi un intérêt, le vieux mentor,
à mentorer ce jeune rêveur. Et donc évidemment, en fait c'est assez induit, mais le retour il se fait quasiment à chaque fois. Sinon c'est que t'es tombé sur un connard, ça arrive aussi. Mais moi je sais même pas dire sur quel connard je suis tombé depuis 5-6 ans. Je sais même pas te dire. J'en ai croisé un ou deux. T'as un livre qui est très bien qui s'appelle Give and Take de Adam Grant. Et il parle justement de ceux qui prennent, ceux qui donnent et ceux qui vont encore au-delà de ça. En fait, si tu veux, moi je vois le réseau où je cherche jamais à prendre, surtout pas au début. Je cherche un maximum à donner et j'ai pas tellement d'intérêt à court terme. En fait, je me dis, qui est-ce qui nous rend des services dans la vie? C'est nos amis. C'est les gens qui ont des vraies relations. Ok. Comment je fais pour devenir ami avec cette personne si je la trouve intéressante, si j'ai envie d'avoir ce genre de personne dans ma vie? En fait, c'est en donnant, c'est en partageant, c'est en faisant pas chier les gens, c'est en essayant de les aider, de les connecter avec d'autres gens, etc. En créant vraiment cette relation. Et en fait, peut-être pas dans 1 an, peut-être pas dans 5 ans, mais dans 10 ans, peut-être que certaines de ces relations, je vais être ami avec. Mes amis, j'ai aucun scrupule à leur demander quoi que ce soit. J'aime pas demander des services aux gens parce que je leur dois quelque chose et on est dans une relation contractuelle. Je trouve pas ça toujours hyper sain. Par contre, créer une relation, t'arrives à un stade où tu peux demander ce que tu veux, c'est pas transactionnel. Tu sais, j'aide mes potes, j'aide mon réseau, j'aide les gens avec qui je m'entends bien. Et c'est comme ça qu'on crée des relations sur le long terme. C'est en essayant pas de prendre quoi que ce soit aux gens, mais en essayant de tisser des relations avec eux. Ouais, exactement. Et je suis 100% d'accord avec toi. Et en fait, j'explique un peu. Là, on dirait en fait que depuis tout à l'heure, on cherche à forcément, tu sais, quelque chose de très transactionnel. T'as raison. Mais en fait, il faut comprendre comment tous les deux on fonctionne. On essaie tous les deux de tout modéliser. On essaie toujours de comprendre les choses. Je pense que toi, tu devais être comme moi quand tu avais un jouet à ton anniversaire, tu devais commencer par le démonter, tu vois. En tout cas, moi, c'était ça. Donc, moi, je commençais le truc déjà, je le démontais. Mon père, il pétait un plomb. Ma mère, elle disait faut lui la paix. C'est juste comme ça, il est bizarre, tu vois. Mais en fait, tu vois. Et donc, en fait, là, on n'essaie pas de créer une transaction, mais en fait, factuellement, elle est induite la transaction. Et le podcast, ce qui est trop bien, c'est justement quand tu arrives en disant, bah, j'aimerais t'interviewer pour passer 1 heure à discuter de ton truc. Bah, la transaction, elle est évidente. Mais donc, en fait, mais voilà, on n'est pas des espèces de qu'on appelle ça dans séduction, là, les pick-up artistes du réseau. C'est pas du tout l'idée. C'est juste que toi et moi, on aime bien modéliser les choses et que c'est ce qu'on fait là. Donc, si quelqu'un tombe dessus, on n'est pas des moi, j'aimais encore plus, alors ça va être chelou comme phrase, décomposer les humains que les objets. Tu veux comprendre comment un objet est foutu, je m'en fous un peu. C'est du moment qui marche, foutez-moi la paix. Par contre, moi, j'étais ce genre de mec à 20 ans, 20, 25 ans en boîte de nuit, tu vois. Je me mettais dans un coin très, très reculé sur une petite estrade. Je m'asseyais avec mon verre et je regardais les gens. Et j'essayais de comprendre les interactions, j'essayais de comprendre pourquoi cette personne, elle bouge comme ça, pourquoi cette personne, elle s'est assise là, etc. Et c'était pas dans une démarche d'essayer d'en faire quelque chose, tu vois. C'est juste, je trouve ça passionnant à regarder. Et j'étais arrivé à un moment, un délire où j'avais une copine à moi qui était toujours assise à côté de moi et je disais, regarde, là, il est en train de se passer ça, là, il est en train de se passer ça. Et j'étais trop content, tu vois, juste de comprendre les interactions. Parce que je pense que quand j'étais plus jeune que ça, vers 12-15 ans, en fait, je les comprenais pas. Et j'en ai beaucoup souffert parce que je comprenais pas les autres, ils me comprenaient pas non plus, j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à tisser des liens avec les gens que je voulais, etc. Et je pense que j'ai surdéveloppé ça, du coup. Et aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes forces et c'est cool. Mais il faut pas croire que tu peux en faire un truc malfaisant et démoniaque et, en fait, au contraire, plus tu comprends les gens, plus tu sais pourquoi ils font ce qu'ils font, plus tu peux leur foutre la paix et les laisser être eux-mêmes. Et en fait, tu tisses des relations plus agréables avec les autres, quoi. Le chien qui a peur, il aboie, il mord. Le chien qui est serein, il mord pas, quoi. C'est ça. Moi, je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Je me suis moins intéressé moi, c'est vraiment le marketing qui m'a amené à essayer de comprendre comment fonctionnent les gens. Parce que en fait, j'ai toujours été en mode, j'allais que vers les interactions qui étaient faciles, les challenges qui étaient faciles, et ensuite je complexifiais. Et tout ce que j'ai fait, ça a été ça. J'ai jamais passé énormément de temps sur quelque chose qui était fastidieux pour moi, qui n'était pas instinctif. Et ça, j'ai mis longtemps avant de le comprendre. Donc au départ, je pensais que j'étais juste un lourd feignant. Après, je me suis dit, ouais, en fait, au final, il paraît que quand on est un développeur feignant, on est un bon développeur, c'est ce que disait mon prof en école d'ingé. Je me suis dit, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais en tout cas, mon fonctionnement, c'est vraiment d'aller en spirale, d'aller vers les issues les plus évidentes, et ensuite de complexifier tout le temps. Mais j'ai pas eu de pain comme ça où je me suis construit sur un truc. Mais je vois très bien ce que tu dis. Ouais, après on se construit tous différemment. Mais effectivement, le marketing, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, le marketing, c'est de l'humain, c'est rien d'autre. Le marketing, c'est comprendre les comportements humains. On peut pas créer le désir. On peut voir comment connecter ce qu'on vend avec un désir existant. Et pour ça, il faut comprendre les gens.
Et pour ça, il faut avoir de la bienveillance envers les gens. Parce que si tu les prends pour des teubés, ils le savent, ils le sentent. Tu vois, puis tu vas pour en arnaquer 3,5, mais tu vas te faire payer assez vite. Hein. Voilà. Ça m'amène à une autre question. T'as ta boîte principale, mais t'as aussi d'autres projets en annexe. T'es en France. Comment est-ce qu'on gère ses flux de trésorerie, ses finances, son argent professionnel quand on a un entrepreneur comme toi, multi-projet, avec des investissements, et en France? Alors, déjà, la boîte, elle se développe. La boîte, elle a shifté d'activité plusieurs fois. À côté de ça, moi, le premier truc que j'ai fait, et ça depuis la période où je faisais du dev en freelance, etc., j'ai toujours sécurisé ma situation perso. Ça, déjà, c'est le premier point. Et je pense que si on sécurise pas sa situation perso, on a très peu de chances d'avoir une boîte qui est saine. Donc du coup, pour moi, c'est la priorité. Dans un avion, tu commences à mettre ton masque avant de mettre le masque du voisin. Quand il y a une dépression, ben là, du coup, c'est clairement ça. Donc du coup, moi, je suis adepte d'une méthodologie, la méthodologie FIRE, où en fait, c'est le principe de vivre que de revenus passifs. Et donc aujourd'hui, mon revenu, il n'est pas généré par l'incubateur dont je parlais tout à l'heure, qui est ma marque, la chose sur laquelle je m'identifie. Ce matin, là, j'ai fait une conférence, j'ai parlé de l'incubateur. Là, je te parle de l'incubateur, etc. Mais en tout cas, j'ai reçu mon virement de salaire de paye il y a 3 jours, et c'était pas de l'incubateur, c'est de mes autres projets. Donc déjà, j'essaie vraiment de décorréler l'argent, du moins les business, purement financiers, et les business de passion, je les décorrèle. Parce que sinon, je suis absolument nul dans la prise de décision, dans la prise de hauteur. Ça, c'est un premier point. Après, d'un point de vue plus opérationnel, j'ai la chance d'avoir un DAF, d'avoir un directeur des affaires financières. Et donc, du coup, lui, il a un background d'expert comptable. Donc, en fait, il va gérer déjà tout ce truc-là pour toute la partie française, donc du coup, toute la partie fiscale, puisque c'était une partie de ta question. Donc, toute la partie qui concerne, du moment qu'il y a une Marianne en haut à gauche, bleu, blanc, rouge, c'est lui qui traite, c'est lui qui paye, c'est lui qui gère. Là, on est sur notre 4e contrôle fiscal en 3 ans. Donc, en fait, ça fait partie du jeu. On n'a jamais été retoqué sur rien. Là, on sort d'un truc caisse des dépôts ultra relou qui nous a pris 3 mois de focus. Enfin bon, voilà. Donc du coup, ça, on sait que c'est notre constante. À chaque fois, on s'en sort nickel jusqu'à maintenant. Je vais pas me porter là. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Mais en gros, il y a du coup David, pour le nommer, qui gère ça très très bien. Donc ça a pas de charge mentale. C'est zéro charge mentale pour moi. Et donc du coup, le fait d'être en France et d'avoir toutes ces contraintes, du coup, au final, c'est pas moi qui les subis. Donc ça me va très bien, parce que sinon, je pense que si j'avais à le subir, je serais beaucoup moins créatif dans les projets. Parce que si tu vois l'inconvénient en même temps que l'opportunité, au final, tu as tendance à quand même à attraper qu'il y a un inconvénient dans le truc. Donc voilà, il me permet en fait d'être créatif, et donc ça, c'est vraiment très bien. Et ensuite, le reporting, il est sur chaque gestion de projet. Nous, on met également les achats. Donc ça, c'est assez bien traqué. On est des gros utilisateurs de Notion. Et donc on a un process qui est assez bien ficelé sur la gestion des achats. Les projets sont rattachés à un plan de 90 jours, les achats sont rattachés à un projet. Donc du coup, on sait à 90 jours combien nous ont coûté chaque projet. Donc voilà. Et après, sur les investissements, j'ai toujours une poche du cash disponible qui part en invest avec une répartition qui évolue tous les ans. Je vais savoir si je vais mettre plus en equity, plus sur des projets en interne ou autre. C'est un peu comme ça que ça s'organise. Mais c'est géré à l'année, en l'occurrence. C'est quasiment automatisé. Comment ça se fait que tu as eu autant de contrôle fiscal? Tu vois, c'est vraiment un truc... première activité. J'ai une théorie, mais je te laisse d'abord développer. Ouais, si tu veux, après, je pourrais faire la pleureuse, mais premier contrôle fiscal, je le prends sur ma boîte de e-commerce. Et en effet, tous mes concurrents, ils sont à l'étranger. Donc, s'il y en a bien à attraper, j'étais le seul, si tu veux, sur mon site de e-commerce à l'époque, tu vas dans mes mentions légales, si tu veux, j'ai pas une adresse sur les Champs-Élysées ou une adresse dans une tour à Dubaï, c'est l'adresse de chez mes darons, si tu veux. Donc, je sais pas si la retrouver. Tu vas, tu vois ma mère, en fait, qui a reçu ses fleurs. Le contrôleur fiscal, il y va, il voit ma mère. Tu vois. Donc c'était facile à me retrouver. Là-dessus, bon, j'ai eu un contrôle sur la TVA. Bon, pas de problème. On est en France, on paye la TVA, il y a pas de souci. C'est très relou de payer la TVA, mais on le fait. Donc on a eu ça. On a eu contrôle sur la holding. On a eu contrôle sur l'organisme de formation.
Si t'en as eu, là, on a un contrôle sur une revente interne. Enfin, que des trucs. Si tu veux, je suis incapable de te modéliser le problème parce qu'on a eu 4 contrôles sur 4 activités différentes où ils venaient vérifier des trucs complètement différents. Tu vois. On fait un contrôle sur les frais sur une holding qui avait pas de qui passait pas de frais. Tu vois, en l'occurrence. Enfin, tu vois, il n'a pas de sens. Tu vois. Donc je sais pas te répondre à cette question. Ma théorie se pète la gueule du coup, parce que je pensais que c'était essentiellement à cause de l'organisme de formation et du dispositif CPF, etc. Et là-dessus, il contrôle énormément. Putain, 4 contrôles sur 4 boîtes en 3 ans. T'as quelqu'un là-bas qui t'aime pas, hein. Bah, je sais pas, parce qu'en plus de ça, je suis tombé sur des gens hyper bienveillants aux impôts. Ils le sont en général. Ouais, mais c'est les seuls qui m'ont recalé pour un podcast. Tu vois, je me suis fait contrôler par la Caisse des dépôts pour le CPF, mais par contre, j'ai fait un podcast avec eux, tu vois. C'est que tu vois, donc il y a un podcast avec une des directrices de la Caisse des dépôts qui vient me parler du CPF et des arnaques au CPF. Elle en parle sur mon podcast pendant que j'ai un contrôle, tu vois. Donc ça, c'est cool. Mais les impôts, en fait, c'est un peu relou parce que si tu dois discuter avec un mec qui gère la com, et du coup, ils étaient pas. C'est chiant, ouais. Ouais, c'est un peu relou. Mais tu vois, ça fait un peu partie du truc aussi. Je pense que, tu vois, la répression des fraudes, c'est relou quand ça t'arrive. Mais quand c'est ta mère qui te fait arnaquer, t'es content qu'il y ait la répression des fraudes. Ouais, et puis que ce soit la DGCCRF, la Caisse des dépôts, le fisc, etc. Faut quand même voir que quand ils viennent fouiller de petites entreprises, parce que bon, à l'échelle de ce qu'il y a en France et de ce qui retoque, on est des petites boîtes, hein, même si tu fais quelques millions par an, on est des petites boîtes. Ils sont plutôt bienveillants en fait. Hein. Si tu les prends pas de haut, si tu les insultes pas, si tu les traites pas comme des merdes, et si t'as pas essayé d'arnaquer toute la France, ils sont plutôt en train de te dire vous avez mal fait, vous avez peut-être pas fait exprès, voici comment mieux faire. On va devoir vous retoquer sur ça. Moi, jusqu'ici, j'ai pas eu de contrôle, mais parce que la boîte elle est trop récente, j'en aurai sûrement un dans les 1 à 2 ans qui vont suivre, et c'est ok, tu vois, parce que de toute façon, c'est plus clean que clean, c'est pas possible. On a des gens qui font en sorte que ça soit. Et mais tous les gens que je connais qui ont eu des contrôles fiscaux, qui ont eu la DGCCRF, qui sont venus fouiller, etc., ils m'ont tous dit, en fait, ils veulent plutôt t'aider à te mettre en conformité que d'essayer de te niquer, en fait. Et ça, il y a plein de gens qui comprennent pas ça. J'imagine que sur les premiers coups, oui, mais au bout d'un moment, si tu déconnes, je pense qu'ils savent aussi te rattraper. Ouais, bien sûr. Non, mais après, là, moi, je pars du principe que t'essayes de faire les choses bien, et peut-être que t'as loupé 1 ou 2 petits trucs, mais t'essayes pas de faire des conneries, tu vois. Dans tous les cas, c'est impossible de faire tout bien. C'est impossible de faire tout bien. Oui, il faut pas chercher de logique. Par exemple, j'avais une bagnole de sport. À un moment où j'habitais à Bordeaux. Tu vois, il y avait la bagnole qui était garée dans le garage, et le garage, il était du coup, c'était la bagnole de la boîte, et donc du coup, le garage, le loyer était payé, une partie du loyer de la maison était payée par la boîte. En fait, si tu veux, la bagnole c'était une Ferrari 458. Donc ça se voit, tu vois, c'est le genre de bagnole, tu la vois, tu l'achètes pour qu'on la voit, donc voilà. Mais en fait, ils ont mesuré le garage pour être sûr que je déduisais bien le bon nombre de mètres carrés des trucs, mais elle m'a pas posé de question de savoir si je payais la TVTS, donc la taxe sur les véhicules de société. Il faut pas chercher de logique. Elle me parlait de peut-être de 5 euros. Donc voilà, donc elle a pris son mètre ruban, et elle a fait attention à pas toucher la voiture, et je le jure sur la vie de mes gosses que c'est vrai. C'est un truc, ça te fait, donc tu dis, elle est où la logique? Ouais, ta voiture, ils t'ont pas fait chier avec ta bagnole. Non, ils m'ont fait chier pour le garage, en fait, parce que, tu vois, il y avait un mètre qui était pas déduit. Tu dis, wow, faut pas chercher la logique. S'ils veulent trouver un truc, ils trouveront un truc. Donc après, quel est le trigger? Ce qui est dommage, c'est qu'ils te disent pas pourquoi ils viennent. Pour pas, justement, que tu puisses repérer les patterns, mais moi, j'ai des théories. Et attention, c'est vraiment de la théorie de comptoir, philosophico. Voilà, normalement, c'est le truc que tu racontes à 3h du matin quand t'es bourré. Moi, de ce que je vois autour de moi, t'essaies de déduire une partie de ton loyer, tu vas être contrôlé. Voiture de société, t'es très contrôlé. Organisme de formation, dispositif CPF, etc., t'es contrôlé. Tu t'essayes de récupérer ne serait-ce qu'1 euro de TVA, t'es contrôlé. Et il y a plein de trucs comme ça. Mais sinon, en dehors de ces trucs-là, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop chiants, quoi. Si tu fais de l'import, la TVA, les taxes de douane et tout, là, ils sont très relous. Ça, moi, je suis quasiment sûr que c'est ce qu'ils ont. En e-commerce, c'est ce qu'ils sont. Je pense que le trigger était là, tu vois. Mais ouais, non, la TVA, c'est le trésor, tu vois, c'est le trésor du roi, tu vois. Ça, c'est le truc, il faut pas y toucher, quoi. Ouais, tu peux un peu rigoler, je pense, mais la TVA, il faut pas y aller. Moi, j'ai toujours dit, hein, en France, tu peux tuer quelqu'un sans sortir. Par contre, essayer de frauder la TVA, tu prends 15 ans de prison. Ah, ça, c'est clair. C'est ouf. De toute façon, c'est une invention française, la TVA, c'est pas pour rien. Ah, ça, c'est un vaste débat. Et moi, là, il y a pas longtemps, j'ai découvert aussi la TVA suisse. Et quand tu passes un certain palier de chiffre d'affaires en Suisse annuel, ça devient très, très emmerdant.
Parce qu'en fait, alors tout doit être déclaré en Suisse, payé en Suisse, etc. Mais tu peux le faire qu'avec un compte suisse. Ah. Pas chiant du tout. Ah ouais. Et nous, on a des clients dans toute l'Europe. Et ouais, le sac de nœuds. Alors, encore une fois, c'est pas moi qui gère ça. J'ai un cabinet d'experts comptables qui sont extraordinaires, qui font du super boulot. Derrière, j'ai Félix Chassier qui me gère tout. Genre, en gros, il me dit juste quoi signer et de quoi je dois être au courant. Je m'occupe pas de tous ces trucs-là. Mais et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un des premiers trucs que j'ai délégué. Hein. C'est le truc qui me génère le plus de stress. C'est le truc qui me gonfle le plus. Et j'ai pas envie de m'en occuper. Et en plus, il y a une technicité. Il y a une vraie technicité. Ouais. Tu peux vite faire une connerie sans faire exprès pour le coup, qui te qui est 100%. Tout ce qui est procédure comme ça. Non. Moi, je suis un flippé de ces trucs-là. Je me souviens d'une fois, et d'ailleurs, c'est quand on s'était vu à Paris. On va pas détailler cette soirée. Je me suis trompé de carte bancaire en soirée. Et parce que ma carte perso elle est noire et la carte de la boîte elle était noire aussi. Non, parce que t'étais bourré, ça n'a rien à voir. Mais d'accord. Ouais, ça avait la même gueule. Mais c'est derrière, c'était 5 €, tu vois. J'ai appelé suite Félix. T'as passé la carte de la boîte en soirée. J'étais trop mal. Il me fait, c'est bon, tranquille, Jérémy, respire. Fais un contre-virement de 5 €, tout va très bien, quoi. Et moi, j'étais tout de suite en train de me dire, ça y est, abus de biens sociaux et tout. Ouais, mais vaut mieux avoir ce mindset-là parce que, en fait, c'est comme tout, si tu commences à dire, ouais, c'est pas grave, ça passe. À la fin, du coup, tu vas faire des dingueries. Du coup, il faut se conditionner aussi, être très, voilà, il faut avoir la posture du mec sérieux, sinon c'est mort. Sinon, ça part en grande bouteille de dompé sur la carte de la boîte, ça marche pas, quoi. Donc, clairement, faut se conditionner. Et moi, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un avec qui je travaille, je vais pas donner des détails, et qui me dit, Jérémy, on a vu ton truc, etc. Tu fais une facture tous les mois au nom de l'autre entreprise de ta femme. Faudrait quand même que t'aies les bons papiers pour justifier de ce qu'elle fait. Tu vois, genre, t'essayes de nous d'arnaquer, quoi. Mais elle bosse en plus dans la boîte. Mais oui, c'est ce que j'ai dit à la personne qui est au téléphone. Je me dis, c'est qu'elle travaille vraiment, hein. Elle fait 20 heures semaine, elle bosse de ouf, c'est notre customer care. Elle me fait, c'est mieux alors. J'étais mort. Tu leur as dit, louer l'image de ton chien comme égérie dans tes publicités. Si seulement, ce serait trop stylé. J'utilise tellement mon chien que je pourrais. C'est ton asset le plus rentable de la boîte, c'est le chien. Je pense, ouais. Je pense que l'image du chien gagne plus d'argent que mon image à moi. Non mais c'est marrant comme y a plein de corps de métier qui partent du principe que forcément on fait des conneries, quoi. Alors moi mes experts comptables m'ont dit que j'avais parmi les bilans les plus clean, quoi. Mais bon, c'est comme ça qu'on dort bien sur le long terme. Ouais, donc c'est clair, c'est clair de ouf. Moi là-dessus je suis assez sécurisé, mais en vrai c'est le premier recrutement à faire. C'est le premier recrutement à faire. 100%. C'est pour la tranquillité, mais aussi pour la technicité, hein, vraiment. Même si vous aimez vous faire chier, si tu connais pas, il suffit pas d'avoir fait 5 ans d'études. Genre, ceux qui montent leur boîte avec leur daronne secrétaire, c'est très bien. Mais en fait, tous les 6 mois, il y a une loi qui change. Et ça, par contre, Christine, elle est pas au courant, quoi. Donc, ouais, non, il y a une technicité qui est trop importante. Ouais, moi, c'est pour ça que j'ai Félix, parce qu'en fait, Félix, vu qu'il n'a pas que moi comme client, il en a plusieurs, et des gros, et certains même plus gros que moi. En fait, si tu veux, avec tous ces clients-là, du coup, il a des packages particuliers avec de très bons avocats, de très bons fiscalistes, de gens comme ça. Ou moi, si je voulais avoir accès à ces gens-là, ça me coûterait un rein. Et ça rentre dans mes forfaits avec Félix, où des fois, il y a des petits surcoûts, tu vois, que je paye, que je suis content de payer. Mais ça me permet d'avoir accès, entre guillemets, à un staff en ponctuel qui me coûterait, mais je sais pas combien de centaines de milliers d'euros par an si je voulais les avoir en direct, quoi. Mais tu vois, dans l'incubateur, là, on est en train de faire un deal avec le Crédit Agricole. Parce que s'il y a bien un truc que moi je reproche dans la gestion financière, c'est qu'on réagit et on n'est pas stratège. Donc en fait, ton bilan il est en fin d'année. Tu vois. Mais en début d'année, tu poses pas tes objectifs avec ton comptable, tu poses pas, t'as pas de plan, t'as pas de feuille de route. Et en fait, si ça se passe mal ou si tu fais une connerie, il va falloir inventer une histoire. Et donc c'est là où tu commences à frauder. Et tu commences à frauder a posteriori en fait. C'est en fin d'année, le mec il va devoir justifier des trucs qui n'existent pas. Donc moi je pense vraiment qu'il y a un enjeu à planifier ce genre de choses. Avoir une vraie roadmap avec quelqu'un qui justement est éduqué et technique dans la gestion des finances. Du coup là on est en train de faire un partenariat avec le Crédit Agricole justement pour faire du business en amont, tu vois, être stratège avec les banquiers. Je trouve que dans l'entrepreneuriat c'est un des trucs. On a peur d'aller parler à nos banquiers. On redoute le bilan comptable, ce qui est pas normal en fait, parce qu'en fait c'est quand même si on fait du business, c'est pour avoir une activité économique. L'activité économique elle est régulée par le comptable, par les impôts. Et le meilleur partenaire, ça reste quand même le banquier. Et donc ça, moi, je pense qu'il y a un vrai déficit de conseil là-dedans. Je suis d'accord avec toi. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est important de le rappeler. Hein.
Le but d'une entreprise, son but profond, c'est de faire du profit. Et quand on est entrepreneur, c'est aussi, pas que, mais aussi pour gagner de l'argent. C'est juste que on peut gagner vraiment beaucoup d'argent en Europe en faisant les choses proprement et dans les règles, en fait. Et si vous avez besoin de tricher pour gagner de l'argent, c'est que vous avez un problème avec le business model, en fait. Exactement. Ah, mais c'est clair. Oui, non. Et puis, oui, non, c'est évident. Tougan en parle beaucoup aussi sur quand tu commences. En fait, le truc, c'est que dès que tu mets le doigt sur, voilà, Ouais. tu sais l'expression, dès que tu mets le doigt sur de la triche, juste, tu goûtes, c'est pire que du crack, en fait. Je pense que tu peux pas t'arrêter. Moi, je connais des gens plutôt très proches de moi qui justement ont pas su, ils se sont fait bouffer le doigt, quoi. Ils se sont fait bouffer la main, ils se sont fait bouffer le bras, et c'est très compliqué après de revenir à une gestion saine, en fait. Ouais, clairement. J'ai jamais commencé. Justement, pour des personnes qui commencent, qui se lancent, qui veulent développer leur activité, moi, il y a beaucoup de coachs, de pros de l'accompagnement, de thérapeutes qui me suivent. Toi, les gens que t'accompagnes, c'est plus des entrepreneurs au sens large qui veulent lancer un projet. C'est quoi le conseil le plus important que tu pourrais donner à quelqu'un qui en est là, c'est-à-dire que son projet est lancé, ça commence tout doucement, il commence à se passer un truc, il sent qu'il y a quelque chose qui se développe, etc., mais il n'arrive pas encore à le développer, à avoir plus de clients et à en vivre à minima correctement. C'est quoi, selon toi, le truc le plus important à ce stade-là de développement d'une boîte? En fait, quand on a des premières certitudes, pour moi, tout l'enjeu, il va être de creuser ces certitudes-là. Pas forcément de creuser à côté. J'ai une piste, j'ai un filon, je vais pas creuser à côté pour voir s'il y a un deuxième filon. Je vais à fond là-dessus. Et trop souvent, on change de cap trop rapidement. C'est-à-dire que j'ai un début de truc, mais ah ouais, mais peut-être que ça marcherait mieux à côté. Non, c'est qu'en fait, j'ai une bonne piste, je la fais jusqu'au bout. Et en fait, c'est déjà très compliqué d'avoir un début de traction, un début d'intuition, un début de certitude. Et donc, pour moi, l'enjeu, il est vraiment au départ quand il y a un projet qui commence à ferrer, de dérouler le fil jusqu'au bout, et surtout de comprendre ce que l'on fait. C'est vraiment très important. De tester une chose à la fois et de comprendre le truc. Pas le faire au hasard. Pas le faire parce qu'on me l'a dit, mais le faire parce qu'en fait, je déroule en spirale. Voilà, je vais de l'hypothèse la plus sûre, et je complexifie. Et donc, je pars toujours de ce qui fonctionne. Hyper intéressant. J'ai une dernière question pour toi. Si tu devais donner un conseil au toi de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Il y a 100% des invités qui m'ont répondu achète du Bitcoin. Ouais, donc celle-là, on l'exclut. Ouais, non, ça, ouais. C'est une très bonne question. J'ai le niveau de connaissance de maintenant ou? Ouais, tu te retrouves face au toi qui a 15 ans, le toi de maintenant face au toi qui a 15 ans, et tu peux lui dire un truc, celui que tu veux. Je donne un tout petit peu de contexte. Quand j'étais gamin, j'étais persuadé que la Terre entière m'en voulait. Alors que fondamentalement, comme tu l'imagines, la Terre entière n'avait rien à foutre de moi. Tu vois. Genre, tu vois, je restais un mec lambda. Et en fait, je me suis construit un petit peu là-dessus, en étant sûr que je devais prouver, que je devais leur montrer qu'ils avaient tort. Alors, c'était personne, hein. C'était des moulins, tu vois. Et en fait, je me suis construit là-dessus. Et au final, j'ai peut-être bien fait d'essayer de me trouver un ennemi imaginaire. Et donc, en fait, c'est presque sans toi persécuté. Voilà, donc j'ai envie de dire ça. Voilà, crois en tes conneries, crois en tes névroses. Elles sont complètement fausses, mais si elles te permettent de te développer, c'est un mal pour un bien. Tu vois. C'est un peu ça que je veux dire. Je me reconnais vachement là-dedans, parce que moi c'était vis-à-vis du rejet, tu vois, j'avais l'impression que tout le monde allait me rejeter, que de toute façon je serais jamais assez bien pour personne, etc. Donc non, j'ai eu une première partie de ma vie où j'avais tellement peur de pas être assez bien que j'ai développé des efforts démesurés pour être mieux, et ça m'a permis de progresser dans la vie. Et ensuite je me suis complètement construit en opposition, genre ah vous voulez pas de moi, eh ben je vais être pire. Et du coup en fait, je suis pas averse enfin je veux dire je m'en fous pas de la critique des gens que j'aime le plus, mais ce que la plupart des gens pensent de moi, c'est plutôt, tu vois, genre si tu me juges, je vais être pire juste pour t'emmerder en fait. Et je trouve ça drôle, c'est devenu un jeu, et ça fait partie aujourd'hui de ce qui fait ma marque sur les réseaux, etc. Et c'est marrant de voir comment tous nos traumas d'enfance, d'adolescence et tout construisent la personne qu'on est une fois à l'âge adulte, quoi. Mais tu vois, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais attends, mais du coup maintenant que j'ai compris ça, j'ai plus cette force-là, j'ai plus avoir cette motivation-là. Donc je me dis, ah non, mais il faut te reconditionner à. Donc c'est pour ça que je te dis ça, faut que je recroie à mes conneries. Mais en fait, limite, j'aimerais avoir un petit avatar, c'est une sorte d'ennemi qui m'en veut, tu vois,
l'inventer, tu vois, parce qu'il n'existe pas. Mais en fait, non, il y en a pas besoin. Au bout d'un moment, on avance. On a peut-être d'autres sujets qui arrivent sur le tapis en évoluant, mais au départ, moi, je suis vraiment construit comme ça. Où est-ce qu'on te retrouve si, après cet échange, on en saura plus sur toi, sur ce que tu fais, etc. Yes, bah alors du coup, je suis beaucoup moins assidu que toi sur LinkedIn, mais du coup, je m'y mets un petit peu. Du coup, je lis tes posts et j'essaie de plagier sans cause sans marque. Non, je rigole. Mais non, bah, du coup, j'essaie de mettre un peu LinkedIn cette année. Ça fait un peu partie des objectifs. Il y a une trend qui est en train de s'installer et en fait, je vois vraiment. C'est un des réseaux qui me semble un peu plus sain que les autres. Donc du coup, j'essaie d'y être. Après, sinon, bah, moi, le podcast, hein, c'est là où toutes les semaines je publie. Très souvent, j'aime bien envoyer les gens vers le podcast. Je fais aucun appel à l'action vers mon travail, mais en fait, les gens, s'ils aiment bien, après, instinctivement, ils trouvent où se renseigner. Tu vois, il y a un lien en description, mais à aucun moment j'en parle dans le podcast. Et donc, c'est vraiment un endroit où je me permets tout, où je discute avec des gens qui m'inspirent, des gens avec qui je suis d'accord, des gens avec qui je suis pas d'accord. Des fois, c'est des conversations un peu comme aujourd'hui, des conversations de comptoir, comme on dit, ou des fois, c'est des conversations un peu plus structurées. Il n'y a pas de règles, et en fait, je crois que ça plaît bien aux gens, ce naturel. Donc voilà, donc ça s'appelle donc sur YouTube Gérald Faure, et le nom du podcast c'est Les Gros Mots. Je viens juste de le rebaptiser. J'ai rebaptisé il y a un mois. Donc voilà. On mettra le lien dans la description alors pour te retrouver. Oui. Merci beaucoup. Gérald, merci beaucoup pour ton temps. Ben, merci pour l'invitation. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Et à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.